Montpellier s'enorgueillit d'un musée qui se situe tout près de sa célèbre place de la Comédie. Le musée Fabre, qui fut créé en 1825, offrit un écrin indispensable à l'effervescence artistique qui marque la ville au XIXe siècle. Plusieurs événements ont participé à ce dynamisme singulier. L'arrivée des lignes de chemin de fer, qui sortent la ville de son isolement, le développement d'un milieu universitaire, la naissance d'une grande bourgeoisie cultivée qui offre à l'art un public, des collectionneurs, parfois des mécènes. Ils aiment faire réaliser leurs portraits et fournissent ainsi à de nombreux peintres leur principale source de revenus. On peut considérer que le XIXe siècle fut l'âge d'or de la peinture montpelliéraine, grâce à 3 peintres majeurs, François-Xavier Fabre, qui rendit possible la création du musée qui porte son nom, Alexandre Cabanel, portraitiste célèbre, enseignant aux Beaux-Arts de Paris, et le plus moderne, Frédéric Bazille, qui n'eut pas le temps, hélas, de poursuivre l'aventure de la nouvelle peinture et de l'impressionnisme naissant. Engagé volontaire dès le début de la guerre de 1870, il mourut sous les balles. Il avait 37 ans. Dans son roman consacré à la Grand-Rue, l'écrivaine montpelliéraine Jeanne Galzy l'évoque dans son atelier de la Grand-Rue Haute en train de peindre la célèbre toile « Réunion de famille », qui lui inspira une saga de 4 tomes, La surprise de vivre. La découverte d'une toile lumineuse représentant une scène de la vie quotidienne de Palavas que vient d'acquérir le musée Fabre m'interroge. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce peintre ? Je décide de mener mon enquête. Je découvre qu'originaire de Montpellier, Édouard Marsal, d'origine modeste, fut repéré par son célèbre maître de dessin Charles Mazet et obtint à 19 ans une bourse de la ville pour entrer aux Beaux-Arts de Paris. Il y fut l'élève du grand Alexandre Cabanel. Malgré les promesses offertes par la capitale, le jeune homme éprouve la nostalgie de sa région natale. Cet amour du pays, conjugué à celui pour une jeune ouvrière montpelliéraine, Catherine, le ramène finalement au Clapas. Il va épouser son amoureuse, avec qui il aura 5 enfants, et devenir l'un des portraitistes incontournables de la ville. Parmi les plus célèbres personnages dont il fit le portrait, on reconnaît Jules Pagési, le maire dont la politique haussmannienne a durablement modifié l'aspect de la ville. Alfred Buyas, qui légua au musée Fabre sa fabuleuse collection. De 1868 à 1888, il expose à Paris portraits et scènes de genre au Salon des artistes français, ce qui est pour un peintre un enjeu essentiel. Travailleur infatigable, croquant inlassablement les scènes et paysages autour de lui, son œuvre est incroyablement éclectique. Des sociétés de philanthropie religieuse lui proposent des commandes, notamment pour décorer les églises de sa ville ou de sa région natale. Au musée Paul Valéry de Sète, on peut découvrir cet étonnant tableau. Sous le regard amusé d'une jeune femme, un vieux bourgeois pose un baiser sur les lèvres d'une bacchante. Sous le Second Empire, le problème de la moralité dans la peinture se pose en permanence. La censure menace. Malicieusement, Marsal nomme satire le nouveau type social du XIXe siècle, le bourgeois. En quête de sujets licencieux, la moralité des sujets exposés, portraits, paysages, nature morte, le laisse sur sa faim. Peut-être espère-t-il par son baiser redonner vie à la belle bacchante. Marsal fut également éditeur, fondateur de journaux et un illustrateur réputé.
Avec son ami Frédéric Mistral, il deviendra, en tant que fait libre, un gardien zélé de la culture et de la langue occitane. Il connut un grand succès populaire grâce à la publication de son livre « Dins las carrieras d'Auclapas » dans les rues de Montpellier. Il y fait preuve de ses talents de conteur et d'illustrateur. C'est avec d'infinies précautions que je feuillette cet unique exemplaire qui a traversé le temps et que j'ai la chance de posséder. Il y brosse le portrait des personnages familiers aux Montpelliérains de la fin du XIXe siècle, des petites gens qu'il connaissait bien et fait revivre avec malice mais grand respect. Ce n'est pas un métier de fainéant, celui d'éboueur. De bonne heure au travail, l'homme au balai est comme le coq, l'horloge du quartier. Il fait encore nuit en hiver, quand les cahots de sa charrette et la clochette qui tremble résonnent dans les rues et montent jusque dans l'alcôve. « Allons, lève-toi, Françoune, l'oscobilaï repasse !» Plus tard, on entendra résonner le cri du chiffonnier. « Paye, Yaro, paye, Yaro !» Il va récupérer tout ce que personne ne veut plus. Ce petit métier dura longtemps, bien après la guerre de 14. Il se propagea l'histoire que l'un d'entre eux fit fortune et devint propriétaire d'un bel hôtel sur le boulevard Berthelot, qu'on me montra lorsque j'étais enfant. Un autre métier se pratiquait dans la rue et dura lui aussi après la guerre. Le matelassier venait tout le matin chez l'habitant et installait son métier à carder où il démêlait la laine, tandis que près de lui, sa partenaire tendait sur son métier la toile qui recevrait la laine rafraîchie. Le soir même, le propriétaire dormirait confortablement sur son matelas bien capitonné. Tout le quartier était au courant. Longtemps, on put se procurer dans la rue de délicieux petits escargots, les cagarouletas. La marchande en faisait la cueillette, les lavait avec des sarments et les faisait bouillir. Dégustés avec une vinaigrette délicatement aillée, un délice dont je me souviens encore. Tous ces marchands ambulants sillonnaient la ville avec leurs charrettes, leurs mulets parfois, faisaient résonner leurs appels sonores, provoquant ainsi l'animation permanente de la rue. Le dimanche, quand carillonnent les cloches de Sainte-Anne, la marchande de candeletas propose ses cierges aux fidèles, désireux de voir leurs vœux exaucés. Déguster les oreillettes est resté une tradition du Mardi Gras et de son carnaval jusqu'à nos jours. On nomma Grisette les petites mains couturières et cela valut ce surnom à toutes les demoiselles de Montpellier, jeunes et coquettes, réputées pour leur beauté. Marsal regrette déjà qu'elles aient perdu leur grâce ingénue en subissant l'influence de la mode parisienne. Mais chante-t-il, leur beauté vit toujours et vivra tant qu'il y aura une pierre dans le clapas. C'est toujours vrai. La rue accueillait aussi avec indulgence les Nessis, les simples d'esprit. Parmi eux, Achille, enfant de l'hôpital, ne savait pas d'où il était sorti. La pauvre femme qui l'avait mis au monde n'avait pas fait un chef-d'œuvre. Achille était aussi laid qu'il se croyait joli garçon et séduisant. Et voici Rousset, le commandant Portefaix. Entre deux chargements, il montait sur son grand cheval, échappé tout harnaché de sa cervelle. Planté au milieu de la place, il passait en revue un régiment invisible et bramait « Régiment, en avant ! Plan, rataplan, plan, plan !» Il y avait aussi, bien sûr, les ivrognes, las ibrugnas, dont la liste était bien longue. Regardez Béziès, c'est lui qui avait le vin joyeux. Il quitta Madame Béziès pour Dame Jeanne, la bonbonne. « Dis, Béziès, lui faisait-on, où habites-tu » ? « À l'Esplanade, répondit-il, 5e arbre, à gauche. » Et voici le hautboissaire, joueur de hautbois, et son compagnon, le tambourinaire.
Depuis des siècles, leur musique fait danser sous les platanes nos jolies languedociennes et accompagne toutes les fêtes du Clapas. Marsal a situé chacun des petits métiers qu'il évoque dans une rue qui nous est encore possible de reconnaître. Il était cependant un lieu qu'il aimait tout particulièrement, la Halle aux Colonnes, qui fut construite au début du siècle sur l'actuelle place Jean Jaurès. Les cartes postales nous font découvrir une belle façade et de séduisantes galeries à colonnes. Ce lieu, devenu hélas au fil du temps insalubre et malodorant, fut détruit en 1906 malgré les vibrantes protestations de Marsal qui, dit-on, ne passa jamais plus sur son emplacement. C'est là que j'ai choisi d'évoquer quelques-uns de ses plus savoureux personnages. Et celui-là, avec son verre à la main, mais c'est Varin! Ah, l'imbrugno de Cruz Calibre, président de la Societat Alcoolico e Vinicolo de Rao. Marsal raconte qu'un jour, empégué plus que de coutume, il se retrouva à l'hôpital. Le soir, on le retrouva raide mort. On le porta à l'amphithéâtre en vue de dissection. Le lendemain, quand les carabins vinrent se mettre au travail, ils le trouvèrent assis sur son cul, en train de prêcher à 2 macabées. Il sortit tout gaillard de l'hôpital. Un jour pourtant, il ne se releva plus. « Tiens, dit-on. »« Barin est mai morte. »« Est mai morte. »« est mai morte. » Et voilà ce pauvre Roustoulant, poursuivi par la moquerie des gamins. C'est un marchand de tissus. Un jour, il est tombé sur une cliente très exigeante. Elle désirait une étoffe avec des raies, mais des raies très spéciales. Il sortit tous ses tissus, mais ce n'était jamais ce qu'elle voulait. Alors, à bout de patience, il baissa son pantalon et lui montra son derrière. « Et à quelle raie t'agrade ?»« Et cette raie, elle te plaît ?» Ce fut un scandale, si bien que dès lors, partout où il passait, tout le monde lui criait « Oh, Roustoulant la raie !» Mais voilà le fameux Poeta Panard, le poète boiteux, qui racle son violon en chantant. À son air inspiré, à ses yeux étincelants derrière ses lunettes, on devine le chansonnier patriote. Roger de Lisle a fait la Marseillaise. Ici, Père Paul Poulalion vient enflammer tout le Clapas de ses chants guerriers. Ancien maître d'école à Montbazin, il se sent la hardiesse de caresser la muse. Il finira par quitter Montpellier pour aller chercher le succès à Paris, où des artistes aussi célèbres, paraît-il, que Jules Vallès, le peintre Courbet, Alexandre Dumas, père même, s'amusèrent beaucoup de son accent et de son extravagante gestuelle de méridionale. D'ensaladetta fina, d'ensaladetta. D'ensaladetta fina, ne pas une tarrairo, per un sau, venes vesiv vesina, per la supa mugno, cau de vau. Aïe des suffices nouvelles. Car à tous ses talents s'ajoute celui de musicien. Il écrit de nombreuses chansons, paroles et musiques, ainsi celle consacrée à la marchande d'herbe. Aujourd'hui, le soleil brille sur la ville. La présence d'une petite Maya, avec sa couronne de fleurs et son panier rempli de pétales de roses cueillis du matin, nous apprend qu'en effet, nous sommes le premier jour du mois de mai. C'est la Maya du quartier des Halles aux Colonnes. Chaque quartier avait la sienne. Les compagnes qui l'entouraient chantaient et faisaient la quête auprès des passants pour s'acheter ensuite des gourmandises. La tradition qui rappelle les fêtes païennes, symbole de l'éveil de la nature, se répandit jusque dans les années 1930 dans tout le pays d'Oc et même au-delà. Quelques Montpelliéraines d'un certain âge se souviennent encore d'avoir défilé elles aussi, toutes de blanc vêtues, paniers ornés de dentelles pendues autour du cou, en lançant des pétales de rose.
Mais la fête n'était plus païenne. Devenue religieuse, elle s'adressait à la Vierge Marie. Il était temps de redécouvrir ce grand artiste. Il n'est pas le seul à faire partie de ces oubliés des manuels qui font le sel de notre patrimoine. Ce fut une longue et belle aventure. Le livre des rues du Clapas renaît dans une superbe édition qui répare cette injustice en offrant la traduction française, accessible enfin à un plus large public. Pascal Wagner ne s'est pas contenté de traduire. Il a lui aussi mené son enquête à la recherche de chacune des rues où Marsal a situé ses personnages. Il les a toutes trouvées et il nous en offre les photos. À l'heure de souffler sa 83e bougie, le peintre continue de tenir le pinceau. Il mourra dans une maison du quartier de l'Écusson, où il a toute sa vie désiré vivre.